Attendez, alors, il faut que je me chauffe la voix. Ah, Oh non, 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 non. le barde. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Dirty Johnny et mes juges, mes jurés et mes bourreaux sont... Laurent Vachaud, go ahead, make my podcast. Jeff Domenech, le podcasteur qui ne relance jamais. Philippe, 357. Bon. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'inspecteur Harry sans jamais oser le demander. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Et dis-moi, c'est Jean Roucas qui te fait les catchphrases? Mais là Celle de encore, Philippe une est très bonne, hein. référence que les gens plus jeunes ne comprennent pas, quoi. Moi, Jean Roucas, je l'ai pas connu. Oh, Je peux y aller ou on parle un petit peu oui. ou on fait une demi-heure sans Jean Roucas pour expliquer aux jeunes qui c'est. Bon, ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour comparer la taille de nos magnums et évoquer ensemble l'inspecteur Harry, 1971, réalisé par le grand Don Siegel. Alors, 1971, une année dominée au box-office par le film préféré de Margot, la chatte de Philippe, Les Aristochats. Tout le monde rêve d'être un chat. Et le film préféré de Jeff, Les Bidas en folie. Cette année voit également naître Ewan McGregor et Sofia Coppola et s'éteindre deux titans de la comédie, Fernandel et Harold Lloyd. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Mais avant que Philippe nous fasse le pitch, un rappel important qui a son importance pour le show. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast et le regardez, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, c'est au tour de Philippe de sortir son magnum, donc Dirty c'est de bon, et de nous pitcher le film comme si nous étions un gros producteur belge une fois dans un ascenseur entre deux étages. L'histoire de l'inspecteur Harry, c'est celle du Zodiac. C'est une histoire vraie. Killer gets shot in the chest. That's how it ends. Dave, Harry Callahan did a hell of a job in your case. Yeah. No need for due process, right? C'est celle d'un tueur fou qui tirait sur n'importe qui dans la rue et faisait chanter la mairie de San Francisco contre une rançon. Pour qu'il arrête, il fallait payer. Et là-dessus, les scénaristes ont plaqué une aventure d'un policier irréductible, réac, I'm afraid you've misjudged me. dur à cuire, qui s'appelle Harry Callahan, et qui décide que ça suffit comme ça d'être sympa avec les tarés et qu'il fallait tous les descendre. Donc Harry prend son grand magnum. Le Magnum 747 peut d'une balle arrêter la charge d'un troupeau de bulldozers. Et va affronter Scorpio, qui est un individu particulièrement répugnant. Donc c'est difficile de critiquer les attitudes de Harry, qui va bien sûr arriver à ses fins à notre grand soulagement. Parfait, Philippe. Laurent, je voudrais juste parler un peu de toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas être un petit peu le Wayne Gros, comme dans Heat, ou le Scorpio du show, et être un petit peu en contre. Est-ce que tu as revu le film, ou tu es resté sur les Oui, je l'ai impressions? revu. Non, mais je suis un peu moins virulent que pour Hit, mais Ouais. je trouve que c'est un film qui est très bien fait, qui est efficace, mais on en a fait un peu après une sorte de chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois que c'est la même année que French Connection, si tu veux, Ouais. un film comme ça. Bon, je suis pas plus impressionné que ça. Je trouve que c'est très bien mené, hein. Je dis pas du tout que c'est un mauvais film, mais pour moi, Don Siegel, il a toujours été un petit peu surestimé. C'est-à-dire que c'est Truffaut. Enfin, c'est surtout pendant la Nouvelle Vague, je crois qu'il l'avait. Alors c'est vrai que Body Snatchers, tout ça, c'est pas mal, mais je trouve pas que ce soit, voilà, pour moi, c'est pas la même catégorie que des gens comme Friedkin, tu vois. C'est peut-être un peu mieux que Peter Yates, mais je trouve qu'il est un petit peu surestimé.
après, bon, voilà, quoi. Moi, je trouve que l'Inspecteur Harry, c'est quand même un de ses meilleurs films, parce qu'il y en a vraiment des beaucoup moins bien que ça. Enfin, moi, notamment dans ceux qu'il a fait avec Clint Eastwood. Moi, j'aimais pas tellement le premier, là, comment le shérif à New York. J'aimais pas non plus trop le truc avec Shirley MacLaine, là, comment Sierra Torrid. Ils en ont fait 4 ensemble. Après, l'évadé d'Alcatraz, c'est sympa. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai pas je délire pas sur Don Siegel, alors que moi, j'ai connu des cinéphiles, tu vois, qui le plaçaient, mais vraiment très, très, très haut. Alors, il y a autre chose après, c'est que ce film a tellement été imité après, c'est-à-dire qu'on a tellement vu de scènes reprises dans 50 autres films qu'aujourd'hui, quand tu le revois, c'est un peu difficile parce que tu as l'impression que c'est un peu des choses éculées, alors que il était peut-être novateur à une époque. Yeah, well, when an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard. That's my policy. Yes, well, when I see 5 weirdos dressed in togas stabbing a guy in the middle of the park in full view of 100 people, I shoot the bastards. That's my policy. That was a Shakespeare in the Park production of Julius Caesar, you moron. Moi, je trouve aujourd'hui que le film, voilà, il est un petit peu caricatural par moment. Alors, il y a une photographie qui était un petit peu novatrice à l'époque, parce que c'est quand même extrêmement sombre. Je me souvenais plus en le revoyant là. C'est fou, ça m'a frappé, ça, à quel point c'est nocturne et sombre. Où tu vois rien, tu vois rien. Ouais, mais on va en parler. Ça m'intéressait parce que moi, je suis plutôt de ceux qui mettent Siegel très haut dans les metteurs en scène. On va voir ce que Philippe et Jeff en pensent. Je le comparais à un John Carpenter, dans le sens où c'est un type il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioriture, et il filme très bien l'action et ce qu'il faut montrer. Mais c'est à Jeff, on va commencer au commencement, et Jeff qui va nous raconter la genèse du film, c'est une genèse intéressante. Alors, tout a commencé un jeudi. À quelle heure Donc, ce sont 2 plumes du vieil Hollywood. C'était un couple qui s'appelait Harry Julian Fink et Rita Fink. Alors, faut pas chercher très loin pourquoi le héros s'appelle Harry, puisque c'est le nom du scénariste, évidemment. C'est un peu son alter ego. Et ils avaient écrit Major Dundee pour Peckinpah, Big Jake avec... T'as vu, j'ai dit Jake, pas Jacques. Avec, c'est bien, bravo. Avec John Wayne. Au départ, quand ils écrivent, alors déjà, ça se passe à New York, lorsqu'ils écrivent ça. Scorpio, c'est un tueur invisible qui s'appelle Travis. Okay. Et Callahan, donc désobéit déjà à sa hiérarchie, etc. Et dans ce qu'ils écrivent au départ, le premier jet, c'est Travis qui meurt tué par un sniper de la police. Voilà. Et le titre s'appelle Dead Right. Voilà. Et lorsqu'on va chercher, ils cherchent l'inspiration de ça. Alors, ce sont de vieux films qu'on ne connaît pas forcément. Philippe, oui, puisqu'il était déjà sur les tournages. Un film d'Otto Preminger qui s'appelle Mark Dixon Détective. Oui, bien sûr. Une note qui s'appelle Chasse aux gangs avec Sterling Hayden, où il y a déjà une milice qui nettoie Los Angeles. Alors, pour beaucoup, l'inspecteur Harry a été la matrice de ce genre de film de vigilance, mais bien avant, donc dans le cinéma en noir et blanc d'Hollywood, dans le vieil Hollywood, il y avait déjà ce genre de film. Il y avait en 1932 un film qui s'appelle La Bête de la Cité, avec Charles Brabin, avec Walter Huston. Et c'est un flic qui bascule dans la répression suite à la mort d'un policier et de son fils, etc. Et c'est là qu'il y a le premier gunfight de cinéma. Donc vraiment, il y a eu déjà des films bien avant l'inspecteur Harry, qui donnaient un peu ce genre de sujet. Et comme l'a dit tout à l'heure, Philippe, ça a été inspiré donc de l'affaire du Zodiac. Et le producteur, qui s'appelait Jennings Lang, trouve l'idée géniale. Il achète les droits de Dead Right et il les propose à Universal. Voilà, dans un premier temps. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui refusent le rôle au départ. Burt Lancaster et George C. Scott. Voilà. Ouais. Ils trouvent ça beaucoup trop violent. Bah ok, j'y vais. Newman trouve le scénar trop à droite. Ce Charlot, je savais pas qu'il existait encore. McQueen qui sort de lui, t'as pas envie de le faire. John Wayne n'est pas disponible. Et Mitchum ne leur répond même pas. Ouais, je m'excuse. Excuse-toi mieux que ça. Pardon, je te prie de m'excuser. Pardon, mon doux seigneur. Pardon, mon doux seigneur. Voilà au niveau dans un premier temps le casting qui était prévu. Et le producteur se décourage et il vend ça à ABC, à la télé, pour en faire un téléfilm. Okay. Tu as oublié le principal, tu l'as dit, Frank Sinatra. Ah, mais laisse-moi finir, on n'y est pas encore. Ah bah, merde. Fais pas ton genre. Fais pas ton genre. Fais pas ton genre. En plus, j'étais sûr, hier, j'ai dit, j'en ai un qui va me parler de Sinatra.
Il n'est pas encore là, Frank Sinatra. Jeff, écoute, c'est la première fois que je le fais, j'ai le droit. Quel massacre. Il veut en faire un téléfilm et les gens de BBC super, ils le prennent, sauf qu'en lisant le script, ils voient que c'est beaucoup trop violent pour en faire un prime time. Donc ils refilent encore le bébé. Je crois que je vais vomir. C'est pas le moment. C'est là que les gens de Warner se mettent dessus. Et parmi les dirigeants de Warner, qui est une nouvelle équipe, il y a un certain Frank Wells, qui est l'ami et l'avocat de Clint Eastwood, qui lui n'est pas disponible et trouve pas le scénario vraiment génial. Et c'est là que Warner pense à Frank Sinatra, mon cher Philippe. Oui. Je savais pas. Parce qu'il vient de faire il y a quelques temps, il vient faire un film qui s'appelle Le Détective. Et c'est là que le réalisateur Irving Kershner, futur réalisateur de l'Empire contre-attaque, se met aussi sur le projet. Et ils engagent John Milius pour adapter et ajuster le script à Frank Sinatra, justement. Et c'est Milius qui va ajouter... Excuse-moi, Jeff, parce que c'est une grosse genèse qui est passionnante. C'est juste pour faire une toute petite parenthèse, parce que je voudrais poser une question à Laurent, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est quand les acteurs refusent des rôles et ça ouvre des portes à d'autres acteurs, si tu veux. Et ce film a une violence qui est assez inhabituelle pour l'époque, et une violence policière en particulier qui a certaines idées politiques qui vont à l'encontre d'un type comme Burt Lancaster, par exemple, ou d'un Paul Newman. Ces gens, d'ailleurs, qui sont plus vieux. On voit que Callahan est un type d'une cinquantaine d'années, puisqu'il pense à Sinatra après. Mais donc, tu as vu, c'est un peu ce qui s'est passé aussi quand tout d'un coup, Gene Hackman refuse Le Silence des agneaux ou Denzel Washington refuse Seven. C'est des films qui sont trop violents à l'époque et qui, en fait, ils veulent pas parce que ça va contre leur morale, contre le sens de l'éthique, contre leur politique. Et c'est tout ce que je voulais dire, en fait. C'est que c'est intéressant de voir ces refus pour des films qui s'avèrent être trop violents et qui, aujourd'hui, finalement, ne sont pas aussi violents que ça, si tu veux. Des films qui ont perdu beaucoup, quand même, de leur impact par rapport à l'époque. Sinatra a 55 ans à l'époque, il vient de se blesser et il prétend ne pas pouvoir soulever le 357 Magnum avec son pauvre bras cassé. Il s'est blessé avec Henry Silva dans Un crime dans la tête. Donc, savoir que John Milius, qui aime pas faire de la paperasse, etc., ne s'est pas inscrit à la guilde, tu sais, of America des scénaristes. C'est pour ça qu'il n'est pas crédité au générique du premier. Voilà, tout simplement par rapport à ça. Et ils font aussi appel à un jeune script doctor de l'époque qui s'appelle Terrence Malick, mais son apport est beaucoup trop mineur pour être au générique du film. Malick, il a écrit, moi je l'ai le scénario, il a écrit une version de Dirty Harry qui est très différente du film fini. Ça commence pendant un braquage de banque, enfin, c'est pas du tout le même début. Et il se trouve après simplement que Don Siegel aimait pas du tout le scénario de Malick, alors que Clint trouvait qu'il y avait des bonnes idées dedans, et ils ont incorporé en fait pas mal de ces idées dans Magnum Force après. C'est ça. Donc Eastwood avait refusé le script, la prod revient sur Newman qui décline à nouveau, mais il leur souffle le nom d'Eastwood, et à qui il repropose parce que le script a changé. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour nous? Pour $500. Et c'est Eastwood qui fera appel à Don Siegel, qui vient de faire Les Proies et le shérif à New York. De son côté, la Warner avait déjà contacté Sidney Pollack, mais qui n'était pas vraiment chaud pour faire Dirty Harry. Il voulait faire Jeremiah Johnson, qui était aussi un projet de la Warner. Jeremiah Johnson. Et finalement, les rôles vont s'inverser, parce que Siegel et Clint Eastwood avaient été songés par la Warner pour faire Jeremiah Johnson, et les rôles vont s'inverser, ils vont faire l'Inspecteur Harry. Il s'accapare le projet Eastwood en mettant sa boîte de prod de Malpaso dessus, voilà. Et il met ses gens habitués, c'est-à-dire que le mec qui fait la musique, la Lou Schifrin, etc., qui a fait déjà Les Proies et l'Or pour les Braves. Le tournage commence en avril 71. Il sort en décembre de la même année pour un budget de $4 millions. Super. Bah écoute, tout ça est très intéressant et c'est vrai que Don Siegel est rappelé et surtout, il y a juste avant qu'on passe à Philippe qui va nous parler donc de Clint et en particulier de là où il est à cette époque dans sa carrière parce que comme on disait avec Philippe, il faudrait faire 2 émissions sur Clint Eastwood, une sur sa carrière d'acteur, une sur sa carrière de réalisateur et là on va simplement évoquer l'endroit où il est à cet instant dans sa carrière. Mais est-ce que c'est vrai, et je vous pose la question à tous les trois, que John Wayne aurait fait du lobby, aurait essayé d'obtenir le rôle parce que et qu'on lui aurait pas donné parce qu'il est trop vieux justement et que c'est pour ça qu'il aurait fait McQ ou Branigan, sa version des Dirty Harry qui ont aussi des formidables bandes-son funky, mais où il est une espèce de Dirty Harry lourd avec une perruque rousse dans l'un d'entre eux. Je te connais pas, j'ai rien contre toi. Il faut que je tape sur quelqu'un. C'est pas de bol pour toi, sinon je garde tout en dedans et c'est pas bon alors. Tiens. Mais au départ, c'est un vieux personnage, Harry. Ils l'ont rajeuni pour Eastwood, ouais. C'est ça, mais donc c'est marrant que John Wayne peut-être ait essayé d'avoir le rôle et qu'on ne lui ait pas donné. Mais en tous les cas, donc, ça nous amène à Philippe, qui va nous parler, bien sûr, d'un homme
Et j'espère que tout va bien se passer. La reposition à mal passé. En 1971, Eastwood, il est au tout début de son vedettariat américain. C'est-à-dire qu'il a fait... son passé, tout le monde le connaît, mais enfin, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que ses débuts, ses vrais débuts au cinéma, c'était pas dans des seconds rôles, comme on le dit souvent, mais dans des quasi-figurations, où on le voyait à peine. Il était sous contrat avec Universal, il a tourné, mais vraiment des silhouettes, quoi. Il avait parfois une réplique, parfois pas. Il a fait énormément de voix off, tu sais, pour les doublages de films. Ça, il était une voix dans la foule qui faisait qu'on le pende à mort, tu vois, tout ça. Il en a fait beaucoup, beaucoup. Et il savait pas quoi en faire, en fait, parce qu'il avait un physique de jeune premier, mais il n'était pas parfait selon les standards. Il était trop grand, il avait un petit strabisme divergent, il avait une pomme d'Adam proéminente, donc il savait pas très bien quoi en faire. Et en fait, ils l'ont baladé comme ça dans des tout petits jobs minuscules sans intérêt, au point qu'il était complètement écœuré et qu'il voulait arrêter le métier. Excuse-moi, je peux raconter juste une petite anecdote très rapide parce que tu vas continuer sur Clint. Mais simplement, Clint Eastwood et Burt Reynolds, jeunes, vont chez un agent pour une audition et l'agent leur dit bon, toi, c'est l'histoire de la pomme d'Adam qui m'y fait penser. Il dit à Burt Reynolds, toi, t'es un mauvais acteur et toi, ta pomme d'Adam est beaucoup trop proéminente, vous ne ferez jamais carrière, ni l'un ni l'autre. Et Burt Reynolds et Clint Eastwood, jeunes, donc sortent du bureau et Burt Reynolds se tourne vers Eastwood et lui dit putain, je suis vachement emmerdé pour toi quand même. Et Clint Eastwood lui dit pourquoi? Et il lui dit parce que moi, je peux apprendre à devenir un bon acteur, mais toi, ta pomme d'Adam, il n'y a rien à faire. Pardon, Philippe, à toi. Donc j'en étais à sa période figuration et il a trouvé deux petits rôles, mais enfin un peu parlants dans des westerns sans intérêt. Et à un moment où il voulait arrêter, il a passé un casting sur une série qui s'appelait Rawhide, qui était en fait une élaboration sur la rivière rouge de Howard Hawks, où il tenait plus ou moins le rôle de Montgomery Clift face à un acteur qui s'appelle Eric Fleming. Et il a été pris pour ce rôle, mais c'était vraiment, quand tu le revois aujourd'hui, pratiquement toutes les saisons, il y en a eu 8, je crois. C'est que il jouait pas du tout Clint Eastwood, il jouait un benet, un espèce de dragueur mollasson, sympathique, un peu rebelle sur les bords, mais enfin, c'était pas du tout, il était indolent, quoi. Moi, j'ai jamais vu Rawhide. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est juste que le héros, c'est Eric Fleming, sans problème, et que tu as ce second, cette espèce de bras droit derrière lui, qui sort des vannes, qui sourit, qui drague les filles. Enfin, c'est très marrant de voir à quel point c'était pas Clint Eastwood, quoi. Et donc, il fait ça pendant 8 ans quand même. Et pendant le tournage de cette série, il est contacté par Sergio Leone, dont tout le monde connaît l'histoire par cœur. Il a tourné les 2 premiers films pendant qu'il tournait encore Rawhide. Quand il a tourné Le Bon, la Brute, le Truand en 66, il jouait plus dans Rawhide. Et donc, les films n'ont pas eu de répercussion immédiate aux États-Unis parce qu'ils sont sortis en groupe, en groupé, en 1968, je crois, en 67, je ne sais plus. Donc, ils sont sortis tous les 3 aux États-Unis ensemble, et c'est là que c'est devenu une vedette. Alors, tout d'un coup, le truc a marché. Un publicitaire avait trouvé l'accroche de L'Homme sans nom, alors que c'était pas du tout dans les films italiens, hein, The Man with No Name, c'est purement pour la pub américaine. Ouais. Et donc, il est devenu une star du jour au lendemain. Alors, ce qu'il fallait qu'il fasse en rentrant aux États-Unis, c'est vraiment confirmer. Donc, il a tourné Coogan's Bluff, Un shérif à New York, il a tourné... je ne sais plus quel film encore. Il y a eu 2-3 films comme ça. Pendeleo et Court, qui a été très important. Parce que c'est dans la continuation des films de Léon. Ouais. Et 71, c'est une star. C'est vraiment une star. Il a son entourage, il a ses projets, il a sa production. Et donc, le rôle de Harry, pour moi, je trouve que ça cristallise complètement ce qu'il est. Et donc, forcément, tu sens que c'est un vedettariat qui va durer des années, quoi. Ouais, il vient de tourner Play Misty for Me, donc il est en train de se transformer également en metteur en scène. À ce propos, un petit clin d'œil à justement au film qui s'appelle Un frisson dans la nuit. Ouais. Si vous êtes observateur dans le film, quand il rentre dans le snack, où il mange son hot dog, juste avant dans le snack, sur la droite, il y a un cinéma qui projette ce film. Ouais. Voilà. Et un dernier petit clin d'œil qu'il a fait dans le film, c'est très rapide. Quand il est dans le métro
tu sais, avec les Bien sûr. scorpions qui demandent au téléphone. Il descend les marches du métro et derrière, il y a un grand tag écrit Kyle, qui est le prénom de son fils. Son fils, c'est drôle. Excusez-moi que je voulais parler politique, c'est qu'on a un étrange personnage qui est probablement aussi complexe que Eastwood lui-même, qui est donc Dirty Harry, qui est ce flic bordure fasciste, très républicain, qui partage les mêmes idées que lui ou John Wayne, ce qui explique pourquoi John Wayne voulait faire le rôle, et qui tout d'un coup, dont son supérieur lui dit « Va te faire couper les cheveux, Callahan ». Babloche. Mais oui, je suis un babé alors, ça te défrise, vieux Rérec. C'est-à-dire qu'en plus, c'est Antoine, tu vas dire, il a les cheveux trop longs, c'est un hippie fasciste, un personnage qui est une espèce de contradiction, voilà, en lui-même. Mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ça te fait chier, hein, dis-le, Georges. Putain, t'es nul. Et ça, c'est une réflexion aussi de Milius, qui arrive avec une espèce de libertaire qui croit pas complètement au gouvernement, mais qui en même temps, tu vois, n'aime personne. Je sais pas si fasciste c'est vraiment le nom. Parce qu'un fasciste, c'est des groupes qui sont soumis, obéis à une autorité. Et Callahan, il n'est pas du tout... dans la controverse qui a entouré le film, on a traité Callahan de fasciste. De réac, de raciste, voilà, oui. C'est ça. Pour replacer le film dans le contexte dans lequel il sort, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe donc en 71, enfin c'est tourné en 70 ou 71, donc c'est la fin de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam est une défaite pour les Américains, donc il faut réimposer un héros. Si tu veux, tu vois, qui un champion, qui est un peu le mec un peu comme Rambo plus tard, tu vois, quoi, enfin, qui est un peu un mec comme ça qui a peur de rien et qui veut régler les choses à la manière forte, tu vois, quoi. Donc c'est ce côté fasciste, c'est aussi un petit peu pour pallier au côté un peu défaite, tu vois, du côté amer, quoi. Avec en plus, je crois que Philippe avait quelque chose à dire, et je vais te laisser la parole, Philippe, avec en plus cette montée de la criminalité qui fait que c'est un âge d'or, non seulement pour les serial killers, dont le Zodiac Killer, mais dans les villes, dans les grandes cités, dans les grandes urbanités comme New York ou comme San Francisco à l'époque, effectivement, il y a une montée de la criminalité qui fait que tu as un système légal qui est de plus en plus favorisant les gangsters, les criminels. Et donc, tout d'un coup, j'ai failli dire juge Dredd, parce qu'il inspirerait le personnage d'Eastwood, mais il est à la fois donc juge, jury et exécuteur. Autrement dit, un héros de western. Et c'est pour ça que l'image de Clint Eastwood, c'est pas un facho, et c'est pas un mec d'extrême droite ni rien, c'est un cow-boy, c'est un shérif qui est là avec ses méthodes et ses pensées d'avant, d'un temps où c'était mieux. C'est-à-dire où il suffisait qu'on se mette dans la grande rue et qu'on se tire dessus, et tout était réglé, au lieu d'avoir tous ces bureaucrates, ces hippies. Voilà. Et ça, Eastwood, il endosse complètement ça, parce qu'il a un passé westernien énorme quand même. Il a fait 8 ans de Hawaï, il a fait les 3 Léon, il a fait le shérif à New York. Donc quand il arrive, c'est un cow-boy en costard. Et je trouve, bon, pour revenir à l'anecdote des cheveux, tu sais, son chef là, qui lui dit va chez le coiffeur. Hey, when the hell are you going to get a haircut? Well, whenever you do. Look, who's got time? Je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée là-dedans. Je pense que c'était pas dans le scénario. Et je pense qu'on a demandé à Eastwood d'aller chez le coiffeur en vrai et qu'il a dit non. Il a dit non. Et que donc, il ne comprenait pas comment ce flic, justement, qui déteste les hippies, qui déteste les jeunes et tout ça, a cette coiffure. Il va y avoir une rubrique sur les cheveux de Eastwood et on va parler pendant 1 heure dessus dans quelques instants. Parce que c'est une spécial brushing. Extraordinaire. On peut en parler maintenant d'ailleurs, parce que tu as vu, à la fin, il a comme une espèce de crête sur la tête, il a une coiffure de lion. Tu as vu, c'est extraordinaire quand même. Parce qu'il m'a toujours frappé dans ce film, il court pendant des heures, il sue, il saute sur des bus, il cavale dans une espèce de machin, et il arrive, il a ce brushing, mais nickel, quoi. Gonflé, plus gonflé que jamais. L'élégance du personnage, tu sais, il est toujours en costume cravate quand même dans le film, si tu regardes. Un peu démodé. Alors, on a dit qu'il a eu l'influence sur d'autres films derrière, mais que ce soit Die Hard ou L'Arme Fatale, les mecs sont cool, jean basket, etc. Eastwood, dans tous les films, il est en costard cravate. C'est vrai que ça avait été très étudié, le look de l'inspecteur Harry, par la costumière. Glenn Wright, c'est le costumier qui a fait aussi Rawhide, et le look du poncho et tout, qui est un mec qui a travaillé avec Eastwood de près. Et vous avez vu qu'il a des coudières sous son costume, enfin, c'est sa veste. Callahan. Ça fait un peu, tu sais, employé de bureau. Mais vous aviez pas eu ça à l'école, vous? Si, mais c'est pas sur les genoux. Tu vois, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça fait un peu ringard, quoi, les coudières quand même. On the floor, motherfucker. For God's sakes, Mr. Do like he says. This is my best sport jacket. Non, c'est vrai, mais c'est quand ça participe. Tu sens qu'il a pas beaucoup de thunes quand même, parce que tu as vu quand il prend la balle dans la jambe, enfin les chevrotines dans la jambe, $30. Il est très emmerdé pour son pantalon, quoi. What are you gonna do with those? I'm gonna cut your pants off. No, we'll pull them off. It'll hurt.
$29.50. Let it hurt. Pour terminer avec cette histoire de polémique sur les fascistes, savoir que le jour des Oscars, la cérémonie des Oscars en 71, il y avait enfin 72 je pense, les féministes qui étaient devant la salle avec des panneaux Inspecteur Harry est un porc fasciste. Ah oui. Ah, c'est vrai, exactement. Ouais. Et la fameuse critique Pauline Kael qui avait désossé le film évidemment, c'est-à-dire la pauvre elle s'est mangée en 15 jours Orange Mécanique qui était sorti 2 semaines avant et Les Chiens de Paille qui est sorti le même jour. Ouais. Donc elle n'aimait pas ce genre de film. Et je ne sais pas si c'est une petite vengeance personnelle, mais dans la dernière cible, il y a le méchant qui égorge une critique de film parce qu'elle n'aime pas ses films. Tu sais, pour continuer l'anecdote, Pauline Kael, qui était la critique la plus respectée des États-Unis, Et redoutée, ouais. Aujourd'hui, et même aujourd'hui, elle a haï Clint Eastwood pendant toute sa carrière. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait un bon papier sur aucun de ses films. Elle l'a toujours tenu pour un tocard qui réalisait des trucs, elle ne comprenait pas son succès, etc. C'était drôle, cette espèce de rancune qui a duré toute sa vie. Quoi. Mais elle a toujours détesté Kubrick aussi. Hein. Je veux dire, tu regardes les papiers sur Kubrick, c'est toujours très très négatif de Pauline Kael. Quoi. C'est vrai. Pour terminer sur le look d'Eastwood, c'est vrai qu'il a un look d'un ancien temps, d'une ancienne génération. C'est une espèce de Jack Lemmon qui arrive et son costumier disait que c'était pour traduire les valeurs du personnage aussi. Et je trouve que ça participe aussi quand même du côté intemporel du film. D'abord parce que les couleurs des années 70, c'est le marron, c'est le ocre, c'est l'orange, c'est très beau. Et tout d'un coup, s'il avait été habillé plus cool, on va parler quelques instants de Bullitt, qui est un antécédent qui vient juste avant, si tu veux. Ben, ça aurait été moins intéressant, ça aurait été un autre Bullitt simplement, si tu veux. Et c'est vrai que c'est parce que McQueen refuse de jouer des flics que tout d'un coup Eastwood peut jouer un flic, mais ça m'a rappelé George Raft refusant de jouer des gangsters et laissant la place à Bogart tout d'un coup, et lui créant sa carrière, si tu veux. Il y a un truc assez marrant dans l'Inspecteur Harry, c'est que ils ont l'air de refuser. Enfin, il doit y avoir une scène, je crois, où tu le vois dans une bagnole. En fait, c'est-à-dire le mec qui court à pied, tu vois. C'est-à-dire, je me demande si c'est pour pas prendre le contre-pied de Bullitt, tu vois, qui était un mec connu pour les poursuites en bagnole et tout ça. Ouais. Et là, tu vois, le mec, il est tout le temps à pied. Il y a même cette scène interminable où il court de cabine téléphonique en cabine téléphonique, tu vois, pour répondre aux appels du Scorpio, qui, à mon avis, a influencé le Die Hard, tu sais, aussi. Ouais. Il y avait un truc dans le 3, ouais. J'y ai pensé. Mais c'est ça qui est assez singulier, c'est-à-dire c'est aussi l'époque où il y a énormément de bagnoles dans les films, des poursuites, tout ça, et là on a l'impression qu'ils tournent le dos à tout ça. Pourtant c'est San Francisco aussi, c'est-à-dire qu'ils utilisent la géographie de San Francisco Laurent, autrement. Quoi. J'ai lu dans la recherche qu'effectivement ils veulent pas, à cause de Bullitt, ils veulent pas refaire une poursuite en voiture. Et mais French Connection, par exemple, French Connection, la même année, fait une poursuite tu vois, carrément légendaire. Là on sent qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Mais avant qu'on parle des sequels, des suites, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une véritable franchise. Philippe, tu vas nous parler un peu d'un acteur. God save you please, Andy Robinson. Scorpio. Ouais. Scorpio, qui est la véritable star de Dirty Harry, qui est un type sorti de nulle part. Tout le monde a cru que c'était le fils de Edward J. Robinson, ce qui est faux. Il n'a rien à voir. Rien à voir. Et ça a duré des années. Pendant des années, on a dit le fils d'Edward J. Robinson, et c'est faux. Ouais, c'est complètement faux. C'est dingue. Et donc, Andrew Robinson, a tourné jusqu'à encore aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est toujours là. Il tourne. Fantastic. Et il a fait un autre seagull qui s'appelait Tuer Charlie Varick. Charlie Varick. Mais il n'a jamais retrouvé cette espèce d'éclatement à l'image, parce que c'est le mal incarné, quoi. C'est-à-dire, c'est un pourri total, sans aucune excuse, sans aucun passé. Et Robinson, on l'avait interviewé là-dessus, il avait dit que ça le gênait beaucoup. Il demandait à Seagull, mais d'où il vient ce mec, pourquoi il fait ça, etc. Seagull, en gros, lui avait dit démerde-toi. Et Robinson avait écrit une bio de Scorpio. Il lui avait donné un nom et tout ça, et il avait expliqué qu'en fait, c'était un Viet-Vet qui était revenu complètement détraqué des combats et qui avait acquis ce goût de tuer, et donc continuer une fois sur le sol américain. Mais les rires qu'il fait, je crois qu'ils sont rajoutés au doublage, beaucoup.
son expression démente, bestiale, etc., je crois que c'est un des acteurs qui a le plus traduit la malveillance et la violence que j'ai jamais vu personnellement. Ça m'a fait penser à la relation Batman-Joker un peu dans le... Oui. Avant que tu parles, Laurent, j'allais dire effectivement c'était un proto-Joker en particulier quand il dit j'allais dire Batman à Dortiari dans le parc, don't pass out, reste éveillé, ne t'évanouis pas. Et il se met à rire et tout, et c'est vraiment le Joker effectivement. Et il y a beaucoup de Buffalo Bill aussi, on va voir, parce que c'est un serial killer qui est basé sur le Zodiac Killer, mais sur d'autres. C'est un composite d'autres serial killers, un peu comme Buffalo Bill. Enfin, il paraît que l'acteur a reçu après des menaces de mort, quoi, tu vois, de spectateurs, enfin, qu'il pensait vraiment aussi dingue que le personnage, tu vois, c'est quand même... dingue. Ouais. Mais lui, c'était un mec pacifiste, Andy Robinson, hein. Il n'était pas du tout en accord avec ce personnage. Et Don Siegel a laissé carte blanche, il m'a dit tu le crées comme tu veux, comme il y a un truc encore, il y a un truc encore pour faire un lien avec John Wayne. Tu sais que le méchant, donc Scorpio, quand tu le vois vers la fin, il a une espèce de signe de la paix, tu sais, sur son ceinture. Il a les cheveux longs, donc il a une espèce de vague look hippie. Et John Wayne, quand il a fait les Cowboys de Mark Rydell, il a repris le même personnage. C'est-à-dire, il s'appelle Longhair, c'est joué par Bruce Dern. Et c'est un méchant complètement détraqué qui est assimilé au hippie. Et donc, le héros, ça reste John Wayne qu'on connaît, et le méchant, c'est une espèce de hippie ramené. Très intéressant. Très intéressant parce que c'est le sosie de Scorpio. Hein. Exactement. Et tu as effectivement Bruce Dern qui, dans la vie, a eu les mêmes problèmes qu'Andy Robinson, avec des menaces de mort et des gens dans les bars qui venaient lui dire You killed John Wayne. Tu as tué John Wayne en lui tirant dans le dos. Alors qu'il répondait à ce moment-là, il répondait aux gens mais c'est pas moi qui ai tué John Wayne, c'est le cancer. Laissez-moi. Il y a une scène qui est très gênante de Scorpio dans le film, c'est quand il se fait tabasser par ce noir. Ah oui, c'est malsain. Ça. Même en renvoyant le film aujourd'hui, alors c'est évidemment pour accuser Harry derrière, mais tu dis ça serait une scène dans un Tarantino d'aujourd'hui, ça, tu sais. Ouais. C'est vrai. Mais Laurent, tu sais que c'était pas le premier choix, Andy Robinson. Andy Robinson, c'est un mec que Clint Eastwood a vu au théâtre. Un petit peu la façon dont ils ont découvert Alan Rickman sur Die Hard. Ils sont allés le voir au théâtre, Joel Silver, tu vois, et Bruce Willis. Mais là, ils l'ont découvert au théâtre. Et au départ, le premier mec Eddie Murphy. Pressenti, voilà, c'était Eddie Murphy. Pas Eddie Murphy. C'était une blague pour voir si vous suiviez. Donc, Laurent, tu sais qui est Eddie Murphy, grand héros de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais petit. Mais s'il avait accepté le film, il serait pas décédé parce qu'il est mort en accident d'avion. Pendant le tournage. C'est ça. Donc, il n'a pas pu évidemment faire le film, mais ça correspond à ce que recherchait Don Siegel, c'est-à-dire un type avec un visage d'enfant de cœur. Il dit que c'est pour ça qu'il a choisi Andy Robinson d'ailleurs, et ça rappelle un petit peu Norman Bates, une fois de plus. C'est-à-dire un type qui est angélique, ou en tous les cas, qui est un jeune homme comme ça. Mais là, avec Andy Robinson et son interprétation, ils sont allés très fort dans la folie et dans l'excès. Mais t'as des scènes quand même, enfin je sais pas, moi, il y a des scènes quand tu les revois aujourd'hui, tu te dis mais attends, tu sais la scène où il est en haut de l'immeuble devant l'église là quand il veut buter le prêtre la nuit. Et alors t'as Harry et son comparse mexicain là qui sont en face. Et alors tu te dis bon, ils sont en planque, mais c'est quand même le gars qu'on recherche dans tout San Francisco, il est quand même recherché par toutes les polices. Et les mecs n'ont pas l'idée d'avoir des bagnoles de flics à chaque rue. Tu sais, t'as l'impression que le gars, il arrive encore à s'échapper de l'immeuble sans problème, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs où tu te dis, la police, là, ça va pas du tout, tu vois. Côté, s'il arrête au bout de 3/4 d'heure de film, Laurent. C'est un peu forcé la première fois. Oui, j'ai lu dans ma recherche, pour terminer sur Scorpio, que James Caan avait été pressenti pour le rôle. Vous imaginez un jeune James Caan en Scorpio, ça aurait été quelque chose, ça. Je pense que personne n'aurait pu être meilleur qu'Andy Robinson. C'est un summum. On n'a pas parlé d'un truc là qui est important quand même, c'est que ce film arrive aussi, c'est le moment où Clint Eastwood quitte Universal pour Warner. Hein. Et c'est un moment aussi assez charnière dans l'histoire de la Warner, parce que vous voyez le logo de la Warner au début du film, il y a marqué Kinney Company. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Kinney, K-I-2-N-E-Y. Et c'est en fait le moment où un type qui s'appelle Steve Ross,
qui était donc le patron de l'entreprise, enfin du conglomérat, je sais plus si c'était un conglomérat ou une très grande entreprise qui s'appelait Kinney, avait racheté Warner. Et Kinney, en fait, au départ, c'était une compagnie de services funéraires et de parking. C'est-à-dire que ce mec, Steve Ross, qui ensuite a complètement relevé la Warner, qui était plutôt une compagnie qui n'était pas au top à l'époque, et c'est lui qui a amené John Calley, qui a amené Frank Wells, qui était, comme Jeff l'a dit, l'ancien avocat de Eastwood. Mais disons que c'est ce moment quand Eastwood quitte Universal pour aller à Warner, c'est aussi parce que Warner commence à avoir cette réputation de laisser une plus grande liberté artistique à leurs metteurs en scène et à leurs acteurs aussi. Donc, en fait, c'est le moment aussi où Kubrick est arrivé à la Warner. Donc, Warner avait cette réputation d'être plus proche, plus à l'écoute des créateurs que les autres studios. Et donc, ce type Steve Ross, qui était un mec, mais vraiment qui sortait de nulle part, qui n'avait aucun rapport avec le cinéma, est devenu un des plus grands magnats américains. Et un des types qui ont vraiment permis, alors pas directement, parce que c'est pas lui qui supervisait après la production des films, mais c'est vraiment quelqu'un de charnière dans l'histoire de la Warner. Clint Eastwood, Unforgiven. Et Eastwood, d'ailleurs, l'a remercié quand il a eu l'Oscar pour Unforgiven. Il a remercié Steve Ross, et je crois que Unforgiven est le dernier film que Ross a vu avant de mourir, parce qu'il était malade à l'époque. Mais c'était un type qui est devenu un type assez légendaire, qui était un type extrêmement grand, qui faisait presque 2 mètres, il paraît. Et il y avait même Spielberg qui avait raconté que pour lui, c'était l'image qu'il avait quand il faisait la liste de Schindler. Pour lui, Schindler, c'était Steve Ross, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait cette figure comme ça, qui était aussi une figure un peu paternelle pour lui. Je pense que c'est une matrice, l'inspecteur Harry, dans le cinéma des années 70. Et donc, ça a déclenché sur tous ces autres flics qu'on a pu rencontrer, mais aussi en France. Alors moi, j'ai noté, voilà, il y a Die Hard dont on a parlé, il y a L'Arme Fatale, Cobra, Stallone s'est clairement inspiré de ça, il l'avait dit. Le flic que joue aussi dans Midnight Run de Niro, dans Midnight Run, tu te rappelles? Très bien. Il y a aussi de ça. Et même en France, tout à l'heure, Laurent parlait du scénario qu'avait fait Malik pour Magnum Force, qui a été fait pour l'inspecteur Harry, mais qu'ils ont repris pour Magnum Force. C'est exactement ce que tu peux voir dans Ne réveillez pas un flic qui dort, dans Parole de flic, hashtag Philippe Sadbon. Ce genre de truc où c'est des flics, en fait, tu prends le scénario de Magnum Force, ce sont des flics qui font leur propre loi, quoi. Tu vois. Tout ça, c'est pour ça que le film est hyper important, alors que ce soit Don Siegel ou quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, même si Laurent n'aime pas trop Don Siegel. Je trouve que ça a été un film qui a influencé énormément le cinéma sur les 20 ans qui sont passés derrière, notamment le cinéma des années 80. Pour parler un petit peu des sequels, Jeff, elles sont pas toutes bonnes. Philippe, tu les as toutes vues, les sequels, j'imagine. Moi, j'aime pas beaucoup The Enforcer. Il y a toujours des bonnes scènes. Il y a une scène dont je me rappelle, c'est qu'il arrive dans un diner. À chaque fois dans ces films, que ce soit dans L'Arme Fatale ou ces films-là, ils vont dans un supermarché où ils vont boire un verre dans un diner ou un café, et tout d'un coup, il y a un casse qui se passe. Toujours. C'est inévitable. Ça, c'est un classique et j'adore ça. We want a car with a police radio. What are you gonna do? Give him one. Son of a bitch! Et donc il arrive et il demande son café et la fille to go, tu vois, à emporter, et la fille lui file son café, il part et en fait elle a mis plein de sucre alors que d'habitude dans Sudden Impact. Voilà, c'est dans Sudden Impact. Et c'est là où il dit Make My Day, qui est quand même une grande catchphrase. C'est la seule vraie bonne scène de Sudden Impact. C'est vrai. Celui que je préfère, c'est Magnum Force. Celui justement. Oui, Magnum Force, c'est le meilleur. Par Cimino et Malik. Moi, je l'ai revu Sudden Impact il y a quelques temps et j'ai eu l'impression de voir un Hollywood Night. Tu sais, c'était les films que tu voyais à un moment où tu as un peu de cul, un peu. Il a accordé trop d'importance à son ex-femme, la Sandra Locke. Le scénario est nul. Il n'y a pas grand-chose. Philippe, il y a un truc qui m'a intéressé aussi, c'est les enfants du film. Dans les enfants du film, c'est dans la ligne de mire, où tout d'un coup Eastwood fait une espèce de vieux Dirty Harry qui cette fois-ci est un garde du corps, mais surtout Malkovich,
fait un Scorpio extraordinaire parce qu'il a la même. Quand il se met le flingue dans la bouche, ça fait penser à c'est de l'improvisation. Mais ça fait penser à l'improvisation de Scorpio quand il dit My, that's a big one. C'est tout d'un coup, ça devient homo-érotique, sexuel et tout. Et c'est la force de ces méchants. Et Malkovich est fantastique dans la ligne de mire. Et il paraît que Grand Torino aurait été pensé comme un Dirty Harry à un moment, à une époque, avant qu'il ne change l'idée. Il y a eu plusieurs postes Dirty Harry, tu sais. Il y a eu par exemple The Gauntlet, où Eastwood joue une version loser de Dirty Harry, c'est-à-dire alcoolique, etc., qu'il a refait dans le film qui s'appelait... comment il s'appelait ce film, tu sais, où il jouait un flic divorcé avec 2 petites filles, et il y avait un serial killer, il va avec... The Tightrope. Tightrope, exactement. Là aussi, c'est une variante loser de Dirty Harry. C'est un Dirty Harry qui aimerait bien aller chez la dominatrice se faire fouetter, quoi. Mais ça reste Dirty Harry malgré tout, tu vois. C'est un Dirty Harry qui a perdu de sa superbe et qui est un peu plus comme tout le monde, quoi. Voilà, et ça, c'était marrant de voir avec l'âge comment Eastwood s'est dit on va fissurer l'armure, on va un peu affiner le personnage. Il a quasiment fait ça sans arrêt après. C'est-à-dire, quand tu regardes Créance de sang, c'est aussi un Dirty Harry à qui on change le cœur, tu vois. C'est le vieux Dirty Harry essoufflé, quoi. On parlait tout à l'heure du clin d'œil là à Play Misty for Me, là, quand on voit le plan dans la rue, quand Eastwood, Play Misty for Me qui sortait la même année, enfin qui était sorti peut-être non, la même année, je crois, c'est 71. Mais il faut rappeler aussi que c'est quand même, il y a un clin d'œil aussi dans Play Misty for Me, puisque Don Siegel joue dans Play Misty for Me, il fait un barman, je crois. Hein. What are friends for? Bartender. Coke? Come on right up. Ouais, mais c'est un vrai rôle, hein, c'est pas un caméo, c'est un... Il a un petit rôle. Donc, je ne sais pas lequel est sorti en premier. Je pense que c'est plutôt, Play Misty for Me, forcément, puisqu'on le voit dans l'affiche dans Dirty Harry. Mais ça, c'est Unforgiven a été, je crois, dédié aussi à Sergio Leone et Don Siegel. Et Don Siegel, c'est les deux maîtres de... C'était les deux réalisateurs qui avaient... Mais quand tu vois comment Don Siegel le filme, tu te rends compte que c'est la muse aussi de Don Siegel. Le film comme Von Sternberg filmé Marlène Dietrich, il y a de l'amour, il est beau Eastwood dans le film. C'est un vrai héros. Tu parlais de western. J'ai lu les mémoires de Don Siegel qui sont assez intéressantes d'ailleurs parce qu'il l'a écrit comme un scénario. Tu sais, il y a des pages entières de dialogue. C'est-à-dire comme s'il avait mémorisé tout ce qui s'était dit avec un tel ou un tel. Ça fonctionne comme un scénario et c'est très marrant. Et dedans, c'est vrai que tu sens une adulation de Siegel pour Clint Eastwood qui est évidente. En fait, il est extrêmement flatté qu'Eastwood le considère comme son ami. Il était toujours très, très excité quand Eastwood l'appelait pour un projet. Enfin, il y avait vraiment une grande admiration de ce monsieur qui était quand même beaucoup plus âgé qu'Eastwood, hein, mais qui était en admiration devant lui et qui, effectivement, cherchait toujours des projets pour lui. Mais moi, je disais que c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup, Laurent, au début, pour finir sur Don Siegel. C'est vrai que des films comme L'évadé d'Alcatraz, c'est des films qui m'avaient beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et il y a quand même une rigueur, il y a une... C'est pour moi un metteur en scène qui... Moi, je l'ai revu, j'étais un peu déçu quand je l'ai revu, L'évadé d'Alcatraz. C'est possible, mais il a quand même filmé Eastwood, comme peu de gens ont filmé Eastwood, à part Léon, effectivement, ouais. Mais il l'a fixé, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est Siegel a fixé Eastwood, c'est-à-dire il l'a cristallisé, et il a fixé son image. Ce qui fait qu'à partir de Siegel, tous les autres ont été des variantes sur Siegel, quoi. Il paraît que Eastwood un peu comme Melville avec Delon, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. C'est avec Siegel que Eastwood a appris à tourner vite et bien. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les scripts, pour finir sur les sequels, c'est que tous les scripts, la plupart des scripts de Dirty Harry, c'est comme les Die Hard. C'était des scripts qui étaient écrits comme des films originaux pour d'autres héros et qui ont été redesignés pour devenir soit des Die Hard, soit des Dirty Harry. Ça, c'est beaucoup fait. Hein. Dès que tu as une franchise, souvent, ils récupèrent des scénarios qui n'ont pas été produits pour les appliquer à... Par exemple, on en avait parlé, hein, le fameux film qui s'appelle les Faucons de la nuit, tu sais, avec... justement, une autre tentative de Stallone de faire Dirty Harry, ouais. Non, mais c'était French Connection 3 à la base. C'était un scénario qui avait été écrit pour un French Connection 3 qui s'est jamais fait. Et du coup, ils l'ont transformé en truc pour Stallone là c'est comme ce qui est devenu Beverly Hills Cops, qui au début étaient des véhicules pour différents acteurs sérieux et qui après est devenu une pseudo-comédie. Die Hard 3,
En fait, c'était un scénario qui avait été soumis à je sais plus quel studio qui s'appelait Simon Says. Ça veut dire Jacques a dit, tu vois. Enfin, sur ce fameux Ouais, mec qui mettait des énigmes à chaque fois et ils ouais. l'ont complètement refondu pour en faire un Die Hard, tu vois. L'arme fatale, ils ont refait la scène où le mec va convaincre le type de pas se jeter dans le vide, tu sais. Oui, c'est Et Il vrai. sort carrément avec lui. ils l'ont carrément Ouais. poussé plus loin encore, quoi. Dans la scène où Dirty Harry va le chercher sur la corniche, il lui fout un coup de poing dans la gueule. Ouais. Dans l'arme fatale, si le mec il aurait vu l'espèce de matelas en caoutchouc, il sait très bien que si l'autre saute, il saute pas. Tu vois, je veux dire, il l'attrape, s'il saute pas dans le vide, quoi. Donc tout ça, c'est un peu une volonté d'auteur. You might experience just a little discomfort, Harry, but if you do, just have your wife to fix a. Sorry, Harry. Mais ils ont tous les deux. Mais Riggs, pour finir sur l'arme fatale, a aussi une femme morte, comme Eastwood. Et un brushing. Et un brushing. Et un mullet. T'as vu, c'est genre, comme ils disent en Amérique, c'est-à-dire, c'est party in the back, tu fais la fête derrière, et c'est business in the front. Vous savez que la fin du film, au départ, devait se tourner dans un aéroport. D'ailleurs, il y a Scorpio qui demande une rançon, un jet, etc. quand il a les gamins Ouais. dans le. Et par souci d'économie, ils ont tourné ça Ils sont restés dans le bus. Si ça avait été dans un aéroport, ça aurait été encore un point commun avec Bullitt, tu vois, quoi. Parce que Bah tu as oui. déjà San Francisco, tu as déjà Ouais. la Lothring, tu vois. Si en plus tu avais eu l'aéroport à la fin. Parce que Hit, par exemple, je trouve que c'est complètement aussi inspiré de la fin de Bullitt, tu sais, là, sur C'est l'aéroport. vrai. Là. Mais il y a une scène d'aéroport dans Magnum Force qui n'a aucun rapport avec le reste du film, mais que j'adore. Oui. C'est quand tout d'un coup Eastwood se fait passer pour un pilote, t'as vu? Ah, c'est très drôle. Ah, c'est Moi, je très sais pas drôle. piloter. Puis le mec, pareil. Excuse me, Captain. I know this may sound silly, but can you fly? Nope. Never had a lesson. Le début de Magnum Force, ce que j'adore, c'est une succession de sketchs. Ah, c'est ça. C'est que des sketchs. Il sort de chez lui, il lui arrive une cata. Il sort de chez lui, il y a un hold-up, il y a des terroristes. Enfin, tu vois, il faut pas sortir qu'il sorte de chez lui, Clint. Mais Laurent, là, tu parlais de Lalo Schifrin, il est aussi important qu'Ennio Morricone pour moi. C'est vrai que son score, on entre dans la tête de Scorpio grâce à ses voix éthérées. Ah, Les que je fais au Giallo un début, peu. là. Ouais. Voilà, il y a le côté Giallo dont tu parles, Jeff, qui est très intéressant dans le cinéma Les voix américain. éthérées, tu sais qu'il a écrit une partition pour l'Exorciste, la Lochifrine, que Friedkin Ouais. avait refusé. Incroyable. Et ça, c'était que Incroyable. des trucs comme ça, avec des voix comme ça. Et il Ouais. l'a ressorti après dans la BO de Amityville, La Maison du Diable. Tu sais, Waouh. il a quasiment remis sa partition de l'Exorciste Incroyable. enfin, en tout cas, une bonne partie. Mais là, il fait une d'ailleurs. partition extrêmement groovy il paraît que c'est l'inventeur de l'acid jazz et c'est merveilleux. Et il y a toujours une scène dans les films des années 70 où tu passes dans une boîte de nuit, tu sais, t'as une scène psychédélique entre guillemets. Dans Coogan's Bluff ou dans Point Blank, parfois il y a des femmes dont le corps nu est peint. Et c'est la scène psychédélique sous acide du film, et j'adore ces scènes. Mais il y a un truc qui est fantastique, c'est qu'une star comme Eastwood, bon, c'est peut-être pas, comme vous disiez, le plus grand acteur du monde, mais c'est une movie star. C'est comme John Wayne ou comme Bronson, c'est des gens qui enlèvent des répliques, et tu n'as pas besoin véritablement de backstory pour Dirty Harry, à part sa femme morte. Tu as simplement besoin de voir comment il mange un hot dog, et il marche nonchalamment dans la rue pour aller vers un criminel, si tu veux. Et là, effectivement, c'est la Grand Rue, c'est le cowboy, c'est... Oui, mais c'était encore une époque, je te dis, où on faisait confiance aux spectateurs. Aujourd'hui, ils auraient tendance à te faire une scène où tu aurais Dirty Harry qui se confierait à son collègue sur sa femme. Tu vois, ils arriveraient à trouver de la psychologie, C'est du vrai. psychologisant explicite. Alors que là, il suffit d'une réplique, tu vois, quand il parle avec bah d'ailleurs, je crois, c'est la femme de son collègue, hein, quand il va voir son collègue à l'hosto, là. Ouais. Il parle vaguement de sa femme à un moment et à un moment avec le médecin avant, mais c'est très bref. Jeff, Clint fait ses cascades. C'est lui qui saute du bus, on le voit, comme Jean-Paul. À la fin, moi, je trouve ça un peu cheap avec le bus de gosse, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a un moment où le film, ça a l'air de se terminer, puis tu sens qu'ils sont obligés de refaire la prolongation après. Tu sais, c'est-à-dire que le mec est complètement con, c'est-à-dire il manque de se faire gauler, il arrive quand même à s'échapper parce qu'on n'a pas de preuves contre lui, et immédiatement après, il reprend en otage un bus de gosse. Tu vois, t'as quand même l'impression que le mec est complètement idiot, quoi. Ouais, mais c'est comme dans les films de Vigilante avec Bronson dans Le Justicier de minuit. C'est le mec qui se met à Walp, là.
Il se fait arrêter, il libère, c'est un peu sur le même principe. Et tu sais que c'est le Justicier de minuit, donc c'est un remake de l'inspecteur Harry. Presque scène par scène. Oui, ça fait partie, bien sûr. Pas inspiré, c'est vraiment presque. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait partie de ces. Ouais. La fameuse scène de fin qui est un clin d'œil à Gary Cooper quand il jette son étoile, tu sais. Au départ, Eastwood ne voulait pas le faire. Il a dit non, parce que si je jette mon étoile, ça veut dire que je démissionne. Je la remets dans ma page. Et le matin du tournage, il y a Don Siegel, il fait t'as une bonne idée, en fait, il faut que je jette la truc. Sauf qu'ils avaient prévu une seule étoile de shérif, évidemment. Donc, Siegel dit tu te démerdes, faut vraiment pas qu'on rate la scène parce qu'on en a qu'une à jeter, quoi. Donc, ils ont vraiment fait ça, mais ils le filment d'assez loin. Donc, je sais pas si à l'époque, ils savaient pas qu'il y aurait des suites, quoi. Parce que c'était en gros, le mec, il laissait tomber la police, quoi. C'est ça, c'était pas vraiment la mode de faire trop de suites. Et le personnage d'Eastwood, dans ses enfants, Philippe, Vic Mackey de The Shield est un personnage eastwoodien aussi, Dirty Harry. Complètement. Ouais, où tout d'un coup, il n'y a pas de. C'est le dernier rempart. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il faut contre la criminalité. Pour parler 2 secondes de The Shield, ce qui a été un choc à l'époque et qui a influencé, alors là, énormément de choses, c'est que c'était le méchant qui était aussi le héros. C'est ça. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, parce que ça aurait pu, dans l'inspecteur Harry, à part que Scorpio était tellement ignoble que Harry passait pour un grand héros, tu vois. C'est vrai. Mais ça aurait pu être un salaud total. D'ailleurs, si tu regardes la scène où, pour revenir à notre ami Andy, quand il se fait torturer par Eastwood au milieu du stade, tu sais. Tu as vu comme il surjoue? C'est complètement over the top, c'est-à-dire on dirait une bête, quoi. Il râle, il rit, il pleure, il hurle, c'est fantastique ce qu'il fait. Et on parlait de Bronson tout à l'heure, c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à faire un crossover Callahan, Paul Kersey. C'est vrai. Ils ont fait Jason Freddy, ils ont fait Alien Predator. Même en France, on a fait Mongeville et Magellan. Mais c'est vrai que Callahan et Kersey, ça aurait été pas mal dans un même film. Hein. Oui, c'est vrai. Mais le film se termine dans une espèce de carrière fonderie. Et après, tous les films des années 80 se terminent dans une carrière ou dans une fonderie. T'as l'impression qu'on est dans le décor de l'attraction Disneyland Big Thunder Mountain, un peu, tu sais. Exactement. D'ailleurs, pour parler de Bronson et Eastwood, tu sais, la confrontation, il l'a eu quand même, Eastwood, dans Magnum Force, puisqu'en fait, il avait tourné le film pour s'expliquer. C'est-à-dire, dans le deuxième film, il lutte contre des vigilantes, en fait. You heroes have killed a dozen people this week. Ouais. Donc, à la façon de Bronson, et il voulait vraiment expliquer qu'il n'était pas comme ça. Either you're for us or you're against us. I'm afraid you've misjudged me. C'est quasiment la confrontation qu'il aurait eue avec Paul Kersey. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Dirty Harry le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Sinon, moi, on pourrait juste rajouter sur Don Siegel que c'est un type qui a quand même eu une relation de travail avec Sam Peckinpah, tu vois, Siegel et Peckinpah. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la carrière de Peckinpah, qui était quand même un type complètement blacklisté parce qu'il était alcoolique, drogué, tout ça, t'as quand même Don Siegel qui a proposé à Peckinpah sur le tard de faire la seconde équipe d'un de ses films. Et en fait, c'est ça qui a permis en fait à Peckinpah de réaliser son dernier film, il paraît, quoi, parce que tout le monde pensait qu'il était incapable de diriger quoi que ce soit à cette époque-là. Et du coup, il a fait Osterman Weekend grâce au job de seconde équipe que lui avait donné Don Siegel. Tu vois. Waouh, incroyable. Tu sais comment a été payé John Milius? Non, avec un flingue. Non, c'est vrai, il s'est fait offrir le Magnum 350, enfin le Magnum du film. Il voulait absolument un Magnum, il n'a pas eu d'argent. Alors je me demandais si, on va demander à ton père, Jean, si pour écrire Le Grand Bleu, s'il s'est fait payer avec un masque et un tuba. Je sais pas. En tout cas, il s'est fait livrer en limousine un Magnum. Non, mais Milius, il paraît qu'il pour un autre film, il s'était fait offrir un fusil de collection et il avait exigé qu'il fallait lui laisser une journée pour l'admirer. C'est ça, ouais. Au bord de sa piscine, tu sais, devant le fusil, comme ça. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans les rues de San Francisco.
On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des invités prestigieux, des surprises et une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, mes amis, mes cinébuddies, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Jeff Domenech, je serais curieux de savoir si devant nos vannes toutes pourries, si l'inspecteur Harry. Philippe, c'est bon. Merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui brouille l'écoute du speaker. Et maintenant, I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. You gotta ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?